Il y a, je sais pas, 4, 5 mètres jusqu'à cette porte. Donc je m'avance tout doucement vers cette porte, je mets la main sur la porte, je pousse la porte, et là, pile au milieu du couloir, en fait, il faut imaginer que le couloir donne directement sur le salon, et là, pile au milieu du couloir, salut, c'est Fred Barvec, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui touche à peu près tout le monde, mais qui reste quand même assez mystérieux, les pressentiments. Il y a quelques jours, je vous ai posté sur Instagram ça. Et les amis, c'est une semaine de tournage à la cabane, il n'y a rien qui va. Sophie a plein de problèmes, les tissus font n'importe quoi, la machine et tout. Moi, je me lève ce matin et en descendant, je me dis tiens, faut pas que tu oublies ton disque dur. Donc je vais chercher mon disque dur, celui-là. Là, j'utilise celui-là depuis au moins 2 ans. Et je me dis tiens, c'est une machine de guerre, ce truc, il m'a jamais lâché. Je le branche, je le redébranche. C'est vraiment. J'arrive à la cabane, croyez-le si vous voulez, je le branche, bim, ma console vidéo le reconnaît pas. Donc qu'est-ce que c'est encore que cette espèce de pressentiment de je sais pas quoi là? Et ça, moi, ça m'arrive tout le temps. Régulièrement, je pense à un truc et bim, ça se réalise. Dites-moi, ça vous arrive à vous aussi, ça? Vous avez été assez nombreux à me répondre, et vous m'avez répondu des choses assez troublantes, même des choses qui, à mon sens, relèvent plus de l'ordre de la prémonition. Alors d'où ils viennent ces pressentiments? Un pressentiment, c'est un sentiment que quelque chose va se passer, que ce soit mauvais ou bien d'ailleurs. C'est souvent lié à l'intuition, cette espèce de 6e sens que nous avons tous. Je vous avais dit dans une petite vidéo de présentation que moi j'avais lu beaucoup d'experts. Il se trouve que j'ai déjà lu des choses là-dessus parce que j'ai été souvent troublé par ces sentiments que j'avais, ces pressentiments que j'avais. Alors vous vous en doutez, selon des experts en psychologie, les pressentiments pourraient être le résultat de notre inconscient qui perçoit des informations que notre conscient ne capte pas. Il y a 2 chercheurs, Damasio et Béchara, l'un étant le collaborateur de l'autre, qui ont démontré que notre cerveau pourrait même percevoir des événements avant qu'ils ne se produisent. Donc cela pourrait expliquer pourquoi nous sommes nombreux à avoir des pressentiments. Bon, c'est pas parce que j'ai lu un peu des choses là-dessus que je vais vous faire une vidéo avec des théories scientifiques sur la question des pressentiments. Par contre, je me disais que ça serait peut-être intéressant que je vous raconte une histoire qui m'est arrivée personnellement. Comme vous le savez peut-être maintenant, je suis un ancien travailleur social. Il y a peut-être 25 ans de ça, je travaillais dans une jolie petite bourgade en pleine campagne. Mon métier, c'était de rencontrer les gens. Je faisais ce qu'on appelait de la polyvalence de secteur, donc ça impliquait de la polyvalence des difficultés. Je me souviens donc qu'un lundi matin, lors de la réunion de service et de la traditionnelle distribution des tâches, je me vois attribuer une situation qui venait tout juste d'arriver sur la commune. Un relativement jeune couple vient de s'installer en famille avec des enfants sur une petite résidence sur le territoire et la femme est atteinte d'une maladie qu'on appelle une polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie chronique, articulaire, inflammatoire qui peut générer de grosses douleurs et qui, si elle n'est pas prise en considération et traitée à temps, peut conduire vraiment à de grosses difficultés, à une dégradation du corps et souvent accompagnée de grandes souffrances. Cette jeune femme atteinte de cette maladie, visiblement, elle fait l'objet d'un mauvais coup du sort parce que c'est quelque chose qui touche plutôt des gens un peu plus âgés normalement. Il y a des conditions normalement qui peuvent, de ce que j'en sais à l'époque, qui peuvent accentuer cette maladie, le tabagisme, l'obésité, des problèmes de pollution, des choses comme ça, choses auxquelles elle n'est pas du tout sujette, quoi. Non, visiblement, sur le papier, ce qui se passe chez cette dame, c'est qu'elle est souvent empêchée au quotidien. Il y a des enfants en bas âge, un monsieur qui travaille beaucoup, et il faut mettre un petit peu d'accompagnement, une sorte d'étayage en place pour l'aider à supporter le quotidien, un quotidien qui peut revêtir comme ça des aspects de normalité et puis qui de temps en temps doit laisser la place à cette maladie qui se réimpose et qui devient invalidante, très douloureuse et puis qui empêche une jeune maman de prendre en considération, en charge correctement ses enfants et puis gérer son quotidien tout simplement. Alors moi, très logiquement, puisque c'est ce qu'on attend de moi, je prends contact avec cette dame et je vais la rencontrer directement à son domicile. Je vais évidemment pas vous raconter l'histoire de cette dame, d'abord parce que je m'en souviens plus très bien, et puis ensuite parce que j'ai été tenu au secret professionnel pendant 25 ans, c'est pas pour le rompre maintenant. Donc je rencontre cette dame, on est dans un petit logement, visiblement c'est une bonne nouvelle pour cette famille d'avoir pu obtenir ce logement. Ils sont installés, c'est joli, bien décoré, dans l'air du temps, et puis je sens une maman qui a envie de mettre des choses en place et de se faire soigner et de faire en sorte que sa vie prenne. Je sens qu'il y a un nouvel élan. Donc on fait un petit peu un état des lieux de sa situation, elle me raconte cette maladie qui s'est un peu imposée à elle, et puis au travail
travaille un peu son mari, où les enfants vont à l'école, voilà. Alors, je m'inscris un petit peu dans son quotidien pour essayer de comprendre un petit peu quel est son cadre de vie. Très vite, elle m'explique que voilà, sa vie est un petit peu empêchée parce que systématiquement, il y a des coups comme ça de la maladie qui se réimposent et qui font que elle est empêchée d'avancer. Donc on réfléchit à une forme d'étayage qu'on pourrait mettre. Est-ce qu'on va lui faire un petit peu de soutien? Est-ce qu'on pourrait pas s'arranger peut-être avec les institutions pour qu'elle ait de temps en temps un petit coup de main sur le foyer, sur comment tenir le ménage, et puis peut-être la soulager aussi, qu'il y ait un petit peu moins d'inquiétude les fois où elle peut pas s'occuper de ses enfants, s'il y a quelqu'un qui peut prendre un petit peu le relais. Et puis très vite, ce qu'on se dit aussi, c'est que cette maman, après tout, elle a été un peu cueillie par l'arrivée de cette maladie, mais qu'en même temps, elle aussi, elle a peut-être le droit de s'émanciper un petit peu, de se projeter dans un ailleurs. Elle aussi, elle a peut-être le droit de sortir de chez elle et puis d'exister par elle-même, peut-être même de trouver un travail. Enfin, il n'y a aucune raison qui pourrait faire du fait qu'elle ait cette maladie, on soit tous résignés et qu'on décide qu'elle reste à la maison en attendant la prochaine crise. À l'issue de cette première rencontre, je sens bien que le courant est passé et je sens bien qu'il s'est passé quelque chose. Cette dame, elle a pu exprimer un petit peu ses difficultés et puis je sens qu'on est entré en relation, comme on dit dans le métier. À partir de là, dans les semaines qui vont suivre, quelques mois peut-être, mes souvenirs me font un peu défaut, on a un contact régulier. Régulièrement, je prends de ses nouvelles pour faire le point, je retourne la voir à domicile, parfois quand elle est même en forme, elle peut venir me voir à un rendez-vous directement au bureau, ce qui me montre aussi qu'elle est en capacité de se déplacer, de faire des démarches, donc tout ça peut être rassurant pour tout le monde. Donc on avance petit à petit et il y a un petit contact qui se fait, qui devient de plus en plus régulier, et on voit bien que le quotidien peut revêtir des aspects un peu plus apaisée par rapport au moment où elle est arrivée. Donc vous l'imaginez, je n'ai pas que cette situation-là à gérer, mais c'est une situation qui me préoccupe. Voilà, régulièrement, je prends des nouvelles, régulièrement, je me tiens informé, et elle sait qu'elle peut me solliciter, que je ne suis pas forcément disponible tout le temps pour elle, mais que si elle me laisse des messages, je vais en prendre connaissance, je vais la rappeler, je vais passer la voir, et puis voilà. Et puis, voilà, on est sur une relation un petit peu de confiance. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est que ce que je perçois quand même chez cette dame, et du coup, moi, de mon interprétation, je trouve ça assez normal, c'est qu'il y a un fond un peu déprimé, une grande tristesse. Et on comprend pourquoi. Mais parfois, quand on est engagé dans le cercle un peu infernal de tous ces accompagnements qu'on a à faire, des situations, on se dit, peut-être que cette dame, elle va pas très très bien en ce moment, mais il y a d'autres situations qui me préoccupent davantage, donc peut-être que je vais prendre une petite distance à ce moment-là, et puis pour mieux y revenir plus tard. Donc voilà, on est installé un peu dans cette relation comme ça qui s'étale sur plusieurs mois. Un matin, je reviens de congé, j'ai pris quelques vacances, quelques jours, et donc je reviens, et comme d'habitude, vous savez, il y a un petit paquet de messages qui s'est entassé, là, sur le coin de mon bureau. Bon, donc je reprends mes messages, et là, je vois que j'ai effectivement un message de cette dame. Donc je prends son message, et puis, je sais pas, il y a un caractère d'urgence sur ce message qui a été retranscrit par le secrétariat de mon service. Voilà, il faut rappeler cette dame, elle a appelé plusieurs fois avec insistance. Le fait est que ça lui ressemble pas, donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une nouvelle crise? Je ne sais pas. Donc avant toute chose, finalement, avant de commencer ma journée, j'appelle cette dame. Là, cette dame au téléphone me dit qu'il faut que je vienne tout de suite, que tout est urgent. Et au téléphone, j'arrive pas à savoir ce qu'il y a de réellement urgent. Ce que j'entends dans sa demande, c'est qu'il faut absolument que je vienne la voir à domicile. Moi, quand je regarde les différents messages qui m'ont été laissés, j'ai été absent, je sais plus, on va dire 8 jours sans doute, une semaine de vacances, et je vois qu'il y a les messages qui datent depuis le début de ma semaine de vacances. Donc je me dis, c'est une urgence toute relative. Bon. Donc j'interprète les choses. Je lui dis, écoutez, je vais faire de mon mieux, mais comme c'est la semaine où je reviens de vacances, j'ai plusieurs choses à faire, j'ai déjà des rendez-vous qui avaient été calés avant mon départ, je vais essayer de passer vous voir. Elle me dit, non, il faut venir tout de suite, s'il vous plaît, j'ai besoin. Mais de fait, de par la nature même de mon métier, je suis parfois obligé de mettre des priorités dans des différentes interventions, donc je lui dis, écoutez, j'ai pris d'autres engagements, ça va pas être possible, je fais de mon mieux, dès que je trouve un créneau, je viens vous voir, promis, cette semaine. Et je raccroche. Donc je vous rappelle qu'il est, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, il est 8h30 ou 9h moins le quart le matin. Et donc j'engage ma matinée. Et effectivement, comme souvent quand vous êtes parti en congé, vous vous êtes imaginé que quand vous allez revenir, vous allez être au top de votre forme, donc je me suis calé tout un tas de choses à faire dans la journée. Et notamment plusieurs rendez-vous à domicile. Donc, j'assure mes rendez-vous, mais je m'interroge toujours. Et je me dis, bizarre quand même cette notion d'urgence, cette dame, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas tout à fait tranquille avec la chose. Donc je me dis,
Je vais y passer faire un tour entre midi et 2. Sur ma pause méridienne, c'est quelque chose que j'ai un peu l'habitude de faire. Je me disais, j'irai sans doute à telle boulangerie m'acheter une demi-baguette de pain. Je passerai chez elle, m'assurer que tout va bien. Il y a quelque chose que je sens, un pressentiment, qui me dit, il va falloir y aller, je sais pas, une espèce de force. Donc je termine ma matinée, et puis au moment d'y aller, je me dis, bon, allez, si, je me fais violence, et j'y vais. Donc je me rapproche de sa résidence, je cherche une place pour me garer, évidemment il n'y a pas de place, donc je me gare un petit peu plus loin, et puis la situation fait que j'arrive à pied. Il faut imaginer un petit pavillon avec une petite cour devant, et puis des jouets des enfants qui traînent un peu devant, voilà, un truc plein de vie. On sent que les gens sont partis, mais qu'il y a de la vie là. Ce qui attire tout de suite mon attention quand j'arrive, c'est que la porte est entrouverte. Oh, pas de beaucoup, hein, elle est entrouverte de 15-20 cm. Une porte entrouverte de 15-20 cm. Dans un endroit relativement fréquenté, c'est pas normal. Soit madame est en train d'entrer et sortir, sinon qu'est-ce qui se passe? C'est toujours inquiétant cette histoire de porte entrouverte. Je vous assure qu'à ce moment-là, j'ai comme une espèce de faisceau, de quelque chose qui me prend tout le corps et qui me fait ralentir. Et donc là, je revois parfaitement la scène. Autant j'ai oublié plein de choses de cette époque-là, mais là, je revois parfaitement la scène. Je m'avance donc tout doucement. Il y a, 5 mètres jusqu'à cette porte. Donc je m'avance tout doucement vers cette porte. Je mets la main sur la porte, je pousse la porte, et là, pile au milieu du couloir. En fait, il faut imaginer que le couloir donne directement sur le salon. Et là, pile au milieu du couloir, je vois cette dame, allongée au sol, les bras en croix, la tête sur le côté, avec visiblement des signes de vomissement, enfin de choses, je sens qu'au niveau du visage, Donc là, mon sang ne fait qu'un tour, je jette ma sacoche d'un côté, je pousse cette porte, je fonce sur cette dame, je me penche tout de suite sur elle, et là je constate plein de choses. Je suis pas médecin, mais je vois de l'écume autour de la bouche, un petit peu de vomi, je sens que cette dame est en détresse respiratoire, je me dis bon sang, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? J'essaye de regrouper mes esprits, je suis secouriste, j'ai passé la formation, je prends mon téléphone portable, on est au début des années 2000, c'est pas un smartphone dernière technologie, on est sur un vieux tracassin, donc je prends mon téléphone et j'appelle les pompiers, quoi. Donc j'appelle tout de suite les pompiers et j'explique la situation. Voilà, je suis travailleur social, j'arrivais chez une dame, elle est là, les bras en croix, elle est visiblement en détresse respiratoire, c'est le terme qui me vient, mais je ne sais pas du tout expliquer, je suis pas médecin, et il faut venir tout de suite, quoi. Donc le standard de la caserne des pompiers fait parfaitement son travail, on me demande qui je suis, l'adresse, on me dit de ne pas bouger et de ne plus toucher à rien. J'ai d'abord décrit dans quelle situation elle était. Et donc là j'attends, et on me dit quelqu'un va arriver là dans les 10 minutes. Qui je vois arriver dans les 10 minutes ? La police. Ah, alors moi ça m'arrange pas trop, la police arrive, c'est au moins il y a des gens qui arrivent, mais je préférerais des secours. Les policiers descendent de la voiture, et une policière avec un air un peu grave, et je sens soucieux, préoccupé, me demande tout de suite de m'asseoir là dans la cuisine. Donc je m'installe. Au moment où je m'installe et que les policiers constatent un petit peu ce qui se passe, arrivent les pompiers. Donc les pompiers rentrent dans la maison et se mettent tout de suite en ordre de comprendre, donc essayent de parler à cette dame, essayent de voir si elle est consciente, et donc ils s'occupent de la prendre en charge. Et moi, vous le croirez si vous voulez, je me retrouve donc dans une position un peu, dans ma cuisine, dans cette cuisine, d'interrogatoire. Et je comprends après que automatiquement, quelqu'un qui est retrouvé dans cette situation-là, sans doute que les pompiers ont la consigne tout de suite de prévenir les forces de l'ordre pour voir ce qui se passe, après tout. Peut-être que j'aurais pu être un assassin, on ne sait pas. Enfin, je pense que c'est dans ce but-là que les voilà qui sont arrivés avant les pompiers. Et donc, me voilà interrogé. Et vous êtes qui ? Et pièce d'identité, qu'est-ce que vous faisiez là ? Et ainsi de suite. Et puis je sens que c'est assez sérieux. Et pour le coup, autant j'étais d'abord à m'inquiéter pour cette dame que je finis un petit peu par me dire, bon sang, qu'est-ce qui m'arrive ? Donc je peux vous dire que je réponds, j'emmène pas large, quoi. Je sens que la situation est grave, tout est très tendu, et Et puis vous l'imaginez bien, j'explique ma situation, j'ai une carte professionnelle, je peux totalement justifier de pourquoi je suis là. J'ai retrouvé mes esprits, on me l'a fait pas, je suis pas du genre à perdre mes moyens, donc je raconte de manière tout à fait posée et rationnelle ce qui s'est passé, et la situation retombe. Par contre, ce qui se passe, c'est que les pompiers déterminent qu'on est quand même dans un état d'alerte au niveau du pronostic vital de cette dame, et du coup, on est sur une évacuation rapide
dans un centre antipoison, puisque visiblement il y a eu des substances, des médicaments qui ont été ingérés, et voilà, il y a une urgence vitale qui s'engage. Donc on m'autorise à sortir de la cuisine et je me rends donc devant cette maison, devant cette cour dont je vous avais parlé tout à l'heure, et je vois cette dame chargée dans le camion des pompiers et puis évacuée, toute sirène hurlante à travers la ville. Me voilà tout flagada, bien évidemment que je dois laisser mes coordonnées à la police qui note tout ça scrupuleusement, et puis tout le monde s'en va. Et je me retrouve tout seul devant cette maison avec la porte grande ouverte. Et puis cette maison qui porte un peu les stigmates de ce qui vient de se passer, quoi. Le désordre, les chaises poussées, la maison toute ouverte. Bon, c'est bizarre comme situation, donc je sais pas, de manière un petit peu machinale, je range un peu la maison, je remets les chaises sous la table, je remets les coussins sur le canapé, voilà, je m'assure que tout va à peu près bien. Et puis ma foi, je me dirige vers la porte, puis je cherche, comme par hasard, juste derrière la porte, il y a quoi? Les clés de la maison. Donc j'attrape les clés, tac, je ferme la maison. Et puis ma foi, j'ai ces clés. Je ne sais pas bien quoi en faire. Je me dis, est-ce que je les laisse dans la boîte aux lettres? Est-ce que... le mieux, c'est que je parte avec. Donc je pars avec les clés. Bon, voilà, je vous passe la suite, je préviens évidemment ce papa qui est au travail, il faut gérer, aller chercher les enfants, enfin voilà, il récupérera les clés, c'est pas le souci, ça on s'en fiche. Donc comme cette situation m'avait mis un petit peu en émotion, vous l'imaginez, j'ai pris des nouvelles, j'ai essayé de savoir un petit peu ce qui s'était passé, j'ai été relativement vite rassuré sur le fait que le pronostic vital n'était plus engagé, que cette dame allait bien, que quand même il y avait eu lavage d'estomac, des choses qui, il avait fallu la prendre en charge de manière un peu active, mais elle était tirée d'affaire. Ce que j'aurais appris par la suite, c'est que cette dame, en fait, elle a fait une espèce de quitte ou double, qu'elle était bien plus déprimée qu'elle ne me l'avait exprimé, ou que je n'ai réussi à le percevoir, je ne sais pas, cette question restera toujours dans mon esprit. Le fait est quand même que cette dame, elle a fait une espèce elle a tenté un coup de poker. Elle a ingéré ses médicaments, et elle s'est dit, il passera ou il passera pas, on verra bien. Et puis maintenant, je m'en remets à ma destinée. Bon, par la suite, vous l'imaginez, on a échangé tout ça en équipe, j'ai souvent parlé de cette situation, on a souvent reparlé, et puis ça fait partie de ces choses comme ça, où on se pose la question, mais dans quel rôle cette dame m'a positionné, qu'est-ce qu'elle a tenté de faire, est-ce que c'était légitime de faire ça, correct, pas correct, donc perdu du temps à essayer d'analyser cette situation, sans trouver de réponse bien sûr, parce que je pense que des réponses, il n'y en a pas. Par contre, ce qui m'est toujours resté dans la tête, c'est qu'est-ce qui a fait que ce matin-là, il y a eu une force plus forte que moi, qui m'a poussé à me rendre à ce domicile et qui m'a poussé quelque part à aller voir ce qui se passait pour, au bout du compte, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, lui sauver la vie. Et c'est pour ça que c'est suite à cette histoire-là que je me suis posé la question, on est dans quoi? On est dans quelque chose de l'ordre de la magie, là? On est dans l'irrationnel? Est-ce que la science a des réponses là-dessus? Antonio Damasio, c'est un neuroscientifique renommé, je crois. Il a étudié tout ce qui relève des circuits neuronaux et qui sont impliqués dans les processus mnésiques, donc qui relèvent de la mémoire, et en tout cas tout ce qui est lié à la prise de décision. C'est là l'essentiel de son travail, c'est mettre en relation les émotions et les prises de décision. L'une de ses contributions les plus importantes, c'est l'hypothèse des marqueurs somatiques. Selon cette théorie, nos émotions sont des signaux corporels, des marqueurs somatiques, qui nous aident à prendre des décisions en situation d'incertitude. Par exemple, c'est nos sensations de malaise face à une situation qui paraît risquée. Antoine Béchara, son collaborateur, a mené lui des expériences sur des patients souffrant de lésions cérébrales. En étudiant les lésions qui concerneraient les zones émotionnelles, il s'est aperçu que ça pouvait altérer la capacité à prendre des décisions. Donc ces chercheurs, par leurs travaux, ils ont démontré que nos émotions jouent un rôle crucial dans nos prises de décision. Leur découverte suggère que nos pressentiments pourraient donc être une forme d'intuition basée sur ces marqueurs somatiques que notre cerveau perçoit. Donc les marqueurs somatiques, c'est tous les signaux corporels. Le rythme cardiaque qui s'accélère, le souffle court, les sueurs, les douleurs à la tête. Ce serait donc votre cerveau qui vous envoie des avertissements pour éviter de reproduire des erreurs que vous avez déjà commises dans le passé. Alors comment ça marche? En 3 points tout simples. Entendons-nous bien, c'est ce que j'en ai compris, moi je suis pas du tout scientifique. 1. Perception, votre cerveau perçoit la situation.
2. En un éclair, il analyse la situation et la confronte à ce que vous avez déjà vécu par le passé. 3. Réaction, si votre cerveau imagine que ça ressemble à quelque chose que vous avez vécu, il vous envoie le signal qui va vous permettre tout simplement de vous méfier pour parer les éventuels dangers qui vont arriver. Ces marqueurs somatiques peuvent donc nous donner le sentiment que nous prédisons une situation qui va se produire, alors qu'en fait c'est juste une alerte de l'éventualité du fait que ça pourrait se produire. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. Enfin moi ce que je retiens de tout ça, c'est toujours la même histoire, c'est que notre cerveau devrait écouter davantage tous les signaux que nous envoie notre corps. Alors qu'est-ce qui s'est joué avec cette dame ? Je le saurai sans doute jamais. Mais une chose est sûre, c'est que depuis, je me méfie toujours et je suis toujours à l'écoute de mes pressentiments. Alors, visiblement, il n'y aurait pas de magie dans tout ça. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui me surprend toujours, c'est la temporalité avec laquelle arrivent les pressentiments. Il m'arrive régulièrement de ne plus penser à quelqu'un depuis des mois, voire des années. D'un seul coup, j'ai une petite pensée pour cette personne, et paf, il m'arrive d'avoir des nouvelles. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce que je viens de vous raconter, et puis racontez-moi aussi, vous, vos petites anecdotes un petit peu étranges, ça m'intéresse beaucoup. Et au passage, lâchez-moi votre meilleur petit pouce bleu, et moi je vous dis à très vite. Et abonnez-vous.